Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Lorsqu'on devient parent, on se dit que puisque c'est le cours normal de la vie, alors tout se fera naturellement. Ce bébé va venir au monde, va évoluer, grandir pour devenir lui-même adulte. In fine, c'est bien ce qui se passe. Mais, en cours de route, plusieurs escales sont nécessaires. Des remises en question, des doutes, des problèmes, mais aussi des joies bien sûr. Chacun son vécu avec la parentalité. Oui, c'est quoi tes secrets? Ça veut dire pour les policiers. Je sais pas, il y a une différence. C'est comme si je te disais, il y a des choses que tu racontes à une amie à toi et pas à un autre ami. Je suis Yasmine El-Karawani et je vous propose ce podcast, Histoire de parents. À défaut d'avoir un mode d'emploi généralisé pour tout le monde, eh bien je pense que le partage d'expériences entre nous, parents, pourrait être très utile. Chacun son vécu, chacun son histoire, chacun son expérience avec la parentalité. Lalla Esma, bonjour. Bonjour Yasmine. Comment ça va, Shkhabarak? Alhamdulillah, tout va bien. Alors Esma, tu es la maman de Omar, 28 ans, et Rita, 24 ans. Yak? Oui. Ça fait 28 ans que tu as découvert la maternité, la parentalité, et Oui. tu as beaucoup évolué à travers ces différentes années, n'est-ce pas? C'est sûr. Alors, on va revenir peut-être au début. C'était comment l'arrivée d'Omar? C'était un enfant qui était vraiment programmé, voulu. Voilà, l'accouchement, c'est pas ce que j'aimerais revivre. C'était un accouchement un peu difficile, donc j'ai un peu souffert. Mais bon, voilà. Mais sinon, tout va bien. Alors, Omar, donc c'était un bébé attendu. Rita également, bien sûr. Oui. Oui. Alors, la maternité, est-ce que tu l'as visualisée un petit peu avant l'arrivée des enfants ou bien tu as tout découvert sur le tas? Pas du tout, oui. Tout découvert sur le tas, surtout qu'à notre époque, il y avait pas d'Internet. La seule information qu'on pouvait avoir, c'était un livre qui s'appelait J'attends mon enfant. Absolument. Certaines mamans m'en ont parlé, c'est vrai. Oui, c'était le seul ouvrage qu'on passait de maman à maman. Et encore, il fallait le trouver à l'époque. Mm. Mais sinon, aucune préparation, ni visualisation, ni rien du tout, malheureusement. Malheureusement, pourquoi? Malheureusement, parce que déjà, les premiers jours, les premiers mois, c'est pas évident de s'occuper d'un enfant, surtout quand on a cet enfant à un âge vraiment très précoce. À l'époque, j'avais 24 ans. Et donc voilà, donc c'était pas évident. Et en plus, juste pour donner un bain à son bébé, c'était vraiment la galère. Mm. C'est vrai que premier jour il y avait la maman, la khmra, j'avais aussi une cousine qui était avec moi, mais après les 2 premières semaines, on te laisse te débrouiller toute seule. Mais après, la maternité, c'est aussi le quotidien avec ses enfants, c'est aussi Oui. l'éducation. Est-ce que dans ce sens-là, tu étais un petit peu préparée? Est-ce que tu te disais, moi, quand je vais avoir mes enfants, ben voilà comment je vais me comporter avec eux, voilà comment je veux les voir, voilà ce que je vais faire pour arriver à tel ou tel objectif avec eux, ou bien c'était là encore la découverte au quotidien? C'était la découverte au quotidien. On s'était jamais, d'ailleurs ni moi ni mon mari, on s'était jamais posé ces questions ou on s'était jamais assis et discuté par rapport à ça. Mais c'était des choses qui venaient comme ça. Et l'idée que nous avions, et je dis malheureusement en majuscule et en grand, c'est que on voulait cet enfant parfait, idéal. Mm. Qui ne fait pas de bêtises, qui ne fait pas d'erreurs, qui devrait être excellent dans tous les domaines de vie.
Et voilà, donc c'était ça notre objectif. Et vous... Pour nous, c'était ça, être un bon parent, c'était ça, c'est avoir cet enfant parfait, Mm. tout simplement. Donc, ça se traduisait comment au quotidien avec les enfants? Ben, ça se traduisait que vraiment, aujourd'hui, à toute franchise, ils n'avaient pas le droit à l'erreur. Mm. Et ils n'avaient pas le droit à l'erreur, tant dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire être toujours poli, entre guillemets. C'est comme ça que nous, en voyant la politesse, toujours des affaires rangées, la chambre bien rangée. Et puis après, à l'école, être toujours parmi les premiers, avoir les bonnes notes et ne pas tolérer la faille, ne pas tolérer les remarques des enseignants parce que pour nous, à l'époque, on croyait que si on fait une remarque à l'enfant, c'est qu'on l'a fait à nous. Mm. C'est une critique indirecte pour nous, c'est une façon indirecte de nous dire que votre enfant est mal élevé ou bien votre enfant est stupide ou il n'est pas intelligent. Donc, c'est ces choses-là qui se passent dans la tête des parents. Et voilà, donc là, aujourd'hui, avec le recul, j'arrive à comprendre, à dire ça. Mais à l'époque, non. Pour moi, c'était ça, un bon parent, c'est celui qui va avoir un enfant qui est discipliné, poli, qui ne va pas ramener des mauvaises notes ou des remarques, ou il va pas faire il va pas se bagarrer à l'école. Voilà, donc c'était ça. Mm. Et donc, beaucoup de pression sur ces enfants? Beaucoup de pression sur les enfants et aussi sur les parents. Pour moi, c'était j'avais l'impression que j'étais comme un soldat dans un champ de guerre qui ne se termine jamais. C'est comme ça que je me voyais et je me donnais même pas le droit de me reposer ou de tourner le dos parce que pour moi, si je tourne le dos, ça y est, la terre va s'éclipser, c'est-à-dire que ça y est, le monde va s'arrêter. Et voilà, donc c'est beaucoup de stress sur moi comme maman et bien sûr sur les enfants parce que je leur rendais pas service. Ils étaient tout le temps eux aussi stressés et ils avaient peur de ramener de mauvaises notes. Moi, je n'oublierai jamais une chose que m'avait dit une prof à mon fils, qui est après on était devenus copines et après qu'il soit parti. Elle était sa prof au collège et on discutait. Elle m'a dit j'oublierai jamais la fois où Omar il avait eu un 15/20, il était tout triste. Et pour moi, c'était une très bonne note. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu as, Omar? Est-ce que tu n'es pas satisfait avec ta note? Il lui dit, non, c'est maman, maman, elle veut plus. Mm. Donc, Quand tu l'as entendu la première fois, ça t'a fait quoi? Tu t'es dit, c'est normal? Maman, elle veut plus? Non, mais après, je l'ai entendu quand j'ai commencé à revoir ma façon de voir les choses et de faire. Et à ce moment-là, j'ai réalisé combien de stress je mettais de pression surtout, je mettais sur mes enfants et combien je dressais la barre trop haut et combien ça les rendait malheureux. Mm. Et alors, justement, tu as dit, quand j'ai commencé à travailler sur moi, qu'est-ce qui t'a fait changer de cette maman, comme tu as dit, vraiment derrière les enfants, surtout à ne rien lâcher, toujours en alerte, avec beaucoup d'attentes à une autre personne? Tout simplement, c'est quand j'ai commencé le travail sur moi, le travail en développement personnel, coaching, thérapie, voilà. Donc c'est à ce moment-là que j'ai réalisé, quand j'ai commencé à lire sur la parentalité, sur la relation parent-enfant, communication parent-enfant. C'est à ce moment-là où j'ai réalisé que vraiment je rendais pas service parce que à mon sens, moi je croyais que
c'était ça dans ma tête. Je vous mets de la pression, vous allez avoir de bons résultats. Les bons résultats vont vous servir vous. Ça ne va pas me servir un an, ils vont vous servir vous, ils vont servir votre avenir. Mm. Mais finalement, l'enfant, il n'est pas ses notes, il n'est pas ses résultats, il a besoin d'autres choses plus. Pour aujourd'hui, je vois qu'il y a beaucoup plus de choses importantes que ça. Je ne dis pas que les études ne sont pas importantes, que les bonnes notes ne sont pas importantes, mais c'est pas tout dans la vie. Parce que derrière les notes, derrière tout ça, il y a une personne. Cet enfant, c'est une personne tout entière. Qu'elle a ses besoins, qu'elle a ses sentiments, qu'on ne prenait pas en compte, tout simplement. Mm. Mais tu n'étais pas la seule un peu dans ça. C'était la tendance générale des parents. C'est sûr, c'est sûr. C'est vrai que le jour où j'ai réalisé tout ça, j'ai été très touchée, j'ai été très triste. J'ai passé beaucoup de jours à pleurer. Je culpabilisais. Et là aussi, je devais travailler aussi sur ça. Et donc, quand j'ai commencé à travailler sur ce sentiment de culpabilité, à ce moment-là, c'est là où aujourd'hui je dis, oui, voilà, j'ai fait ce que j'ai fait. Je l'ai fait pas par méchanceté, pas pour rendre la vie de mes enfants dure ou leur mettre de la pression, mais j'ai agi d'un bon sens, entre guillemets, que je considérais à l'époque bon sens. Parce que, comme je le dis, je le répète toujours, la parentalité, c'est le métier le plus difficile qui existe au monde et malheureusement, c'est le métier qu'on n'apprend à personne. Et donc, tout le monde apprend sur le tas, il sait ce que les parents ils ont fait ou ils n'ont pas fait et c'est comme ça. Donc, et là, ça m'a pris quand même un peu de temps pour digérer ça, pour accepter ça. Et se dire, voilà, ce qui a été fait est fait, voilà, on avance. Et puis, la chose la plus importante qui m'a permis de dépasser ça et en parler aujourd'hui sans avoir, sans me sentir coupable ou triste, c'est le fait de discuter sur ça avec les enfants. Alors, Asma, c'est en fait lié ton développement à toi en tant que femme avec le développement de toi en tant que maman. Mais qu'est-ce qui a déclenché d'abord ce besoin de travailler sur toi, sur Asma, la femme, l'être humain, l'individu? Au fait, moi, quand j'ai intégré ce monde de coaching, de développement personnel, c'était juste pour m'occuper un peu. Donc, et puis après... C'était un passe-temps au début? Au fait, ma fille, elle allait partir. Et moi, je ne voulais pas tomber dans ce problème-là du nid vide. Me sentir seule. Voilà, je voulais m'occuper. Et puis après, il y avait bien sûr mon mari qui avait déjà commencé le développement personnel bien avant et qui m'invitait tout le temps à faire des formations et à faire des études sur ça. Mais moi, c'était mon premier, comment dirais-je, c'est-à-dire ma priorité, c'était les enfants. Moi, je ne peux pas laisser les enfants pendant un week-end et aller, par exemple, à Casablanca pour faire une formation ou voyager à l'étranger. Je ne me permettais pas ça parce que je me disais, je me considérais comme un guerrier qui n'avait pas le droit de mettre à terre son équipe, ses bases. Voilà, son équipement ou je ne sais pas comment dirais-je. Et donc, voilà, et quand ma fille, elle allait partir, je me suis dit, d'abord maintenant, je peux aller découvrir ce que ce monsieur-là, contre guillemets, qui est mon mari, n'arrête pas de m'en parler. Et donc, c'était vraiment ça. Après, quand voilà, je me suis dit, OK, j'ai lu sur le développement personnel, ça permet à la personne de voir, et donc, je me suis dit, voilà, je vais aller faire un travail sur moi. Et effectivement, le cursus que j'ai suivi, c'était un cursus très, très intéressant et qui m'a permis de faire un travail sur moi. Et c'est là où j'ai eu beaucoup de prise de conscience, beaucoup de révélations, autant que personne, comme être humain,
parce que je me donnais pas le droit d'avoir ou de faire beaucoup de choses ou d'être beaucoup de choses à l'époque. Ça m'a et puis l'être humain, l'épouse et puis la maman et puis la femme tout entière. Et du coup voilà donc moi c'est toujours il y a Asma, l'avant développement personnel et l'après développement personnel, et ce qui a changé ma vie, pas seulement ma relation avec mes enfants, mais aussi ma relation avec mon mari, avec mon entourage, avec moi-même, surtout avec moi-même, et comment je voyais le monde. Alors, Asma, le changement a démarré alors que Omar était déjà parti de la maison. Oui, Rita d'ailleurs aussi. Rita aussi, mais c'est le départ Oui. de Rita qui a un petit peu motivé ces formations, le fait de les démarrer, de s'intéresser au développement personnel, etc. Mais Omar était déjà parti. Ça veut dire que Omar a vécu à la maison, et même quand il est parti pour ses études supérieures et qu'il les avait déjà entamées, a vécu quand même sous la pression pendant de longues années. Oui. Vous en avez parlé? Oui, après, oui. Oui. Et c'est comme je t'avais dit, c'est ça qui a fait que c'est ce genre de discussion qui a fait qu'aujourd'hui, j'en parle sans avoir ce sentiment de culpabilité. C'est parce que vous en avez parlé. Oui, parler et bien sûr demander pardon. C'est important? Ah oui. Pour moi, c'était très, très important et c'était vraiment la clé. Parce que c'est ça qui m'a permis de, quand on culpabilise, ça veut dire qu'on ne se pardonne pas. On ne se pardonne pas des choses qui sont arrivées dans notre vie. Et de plus en plus, on ne se pardonne pas, on est dans ce cercle vicieux de culpabilité et ça ne va pas nous permettre d'avancer ou de changer quoi que ce soit. On a l'impression qu'on est vraiment enchaîné et collé à notre place, on n'arrive pas à bouger. Mais dès quand on commence à en parler, quand on demande pardon, qu'on trouve l'autre à l'écoute, voilà, donc dès qu'il y a cet échange-là, voilà, donc là, on se dit, ok, les choses qui se passent, c'est beaucoup de choses se passent dans notre tête. Et dès qu'on commence à discuter avec l'autre, les choses commencent à s'éclaircir. Les enfants l'ont pris comment, justement, cette Jalsat Solh, le fait de s'asseoir ensemble et de demander pardon? Ils l'ont pris comment? Ils étaient, j'ai l'impression, parce que j'ai pas demandé la question directe. Ok. J'ai pas demandé la question directe, mais après j'ai senti que notre relation elle est devenue de plus en plus fluide, que c'est je sens qu'ils sont plus ouverts pour discuter, pour faire pour faire des confidences. Vous voyez, donc c'est dans ce sens-là. C'est dans ce sens-là. Et puis après, tu sais, avec les enfants. Qui sont de jeunes adultes aujourd'hui? Oui, et puis après, il y a des choses dont j'ai parlé et ils dit non, c'était ok, ils se rendaient même pas compte de ces choses-là parce que moi dans ma tête c'était une grande montagne et quand on en a parlé, voilà donc et puis les enfants quand moi je suis sûre que même on peut avoir des relations vraiment je ne vais pas dire mauvaises, mais des relations compliquées avec les enfants et à n'importe quel moment de la vie, si on aborde la discussion, si on reconnaît qu'on a commis des erreurs et tout ça, moi je suis sûre que les enfants ils sont prêts à pardonner et à passer à autre chose et ils sont prêts à avoir des relations saines avec leurs parents. Alors maintenant, la personne qui nous écoute maintenant, qui te dit, Asma, si tu devais faire une chose différemment dans l'éducation des enfants, tu aurais changé quoi?
D'abord, faire les choses, demander des choses sans crier. La manière, Je donc. criais, oui, je criais tout le temps. Et laisser, donner le choix aux enfants de prendre des décisions par eux-mêmes. Leur donner le choix. À n'importe quel âge? À n'importe quel âge. À n'importe quel âge. Et quand je dis le choix, c'est des choix, bien sûr, qui vont être bien étudiés, posés dans un cadre, etc. Quand je dis choix, je ne veux pas dire tu choisis d'aller à l'école ou pas. Ou tu choisis de mettre tes vêtements ou sortir sans vêtements. Non, je ne parle pas de ce genre de choix. Mais des choix qui sont logiques, et qui sont acceptables et qui peuvent être faire des propositions et laisser une marge à l'enfant de choisir parce que quand un enfant fait un choix, quand il sent qu'il a le droit de choisir, quand il sent qu'il a le droit de prendre des décisions, et toujours, bien sûr, dans un cadre bienveillant et ferme, à ce moment-là, tout cela booste son estime de soi. Il sent qu'il a de la valeur. Il a le sentiment d'appartenance qui est très, très important. Et l'appartenance, c'est un besoin qui est fondamental chez tout être humain. Donc, ce besoin d'appartenance, ce besoin d'être important et d'appartenir et qu'il a son mot à dire, c'est quelque chose qui va hausser son estime de soi et sa valeur et sa vision de lui-même. Et tout cela, ça ne peut que lui servir à l'avenir. Lalla Asma, merci beaucoup. Oui, Lalla, merci à vous. Le plus beau métier du monde, mais le plus compliqué aussi puisqu'il ne s'apprend pas. La parentalité, c'est un vécu au quotidien, c'est une expérience unique que chaque enfant amène avec lui-même. Histoire de parents, c'est des histoires de parents avec la parentalité à cœur ouvert et sans tabou. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties.